Bonjour à tous. Good afternoon to everybody. I hope the lunch was good and it was a good occasion to do some networking, and you did a lot of very interesting contracts. I have a good news and a bad news for you right now. The bad news is that, unfortunately, Madame Elisabeth Borne asked me to present you her sincere excuse and apologize. She could not make it right now. She will do her best to try to join us during the day, but she's got a major inconvenience. Madame Elisabeth Borne m'a chargé de vous présenter ses excuses et ses regrets. Elle a un empêchement majeur. Elle essaiera peut-être de nous rejoindre à un autre moment, mais elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. And the good news is that we have more time to enjoy the next roundtable with Mr. Chan and Mr. Thierry Dallard. La bonne nouvelle dans cette annulation, c'est que du coup, nous aurons plus de temps pour profiter de la table ronde avec M. Chan et avec M. Dallard, qui vont nous permettre d'avoir une mise en perspective entre le projet du Grand Paris et comment il conditionne le développement et le projet de Singapour, où à travers la Land and Transport Authority, il y a cette convergence entre les réseaux de transport et les projets d'aménagement. Pour animer toute l'après-midi autour des sujets de transport, nous avons la chance et le privilège d'avoir avec nous Dominique Maléco du journal Les Échos, qui est un fin connaisseur à la fois des sujets qui vont être traités et du projet du Grand Paris qu'il suit depuis le premier jour, je crois. Dominique, je te laisse peut-être annoncer les intervenants et lancer les débats. Et the floor is yours, dear Dominique. Prends un micro. Oui, alors il faut un micro quand même. Donc on va commencer par la première table ronde, donc avec Monsieur Alang Enlong Chan et Thierry Dallard qui vont nous parler de la manière dont les réseaux de transport redessinent la ville. Et donc on devrait répondre à des questions qui ne sont pas spécifiques, mais en gros, comment les réseaux de transport dessinent la ville, comment servent-ils la stratégie d'un territoire, comment le logement, les emplois, la culture, l'environnement et les loisirs, l'activité économique peuvent se développer conjointement avec les réseaux de transport pour former un cadre urbain harmonieux et efficace. Donc j'appelle Alan Chan et Thierry Dallard à me rejoindre. Alors, Monsieur Dallard, je crois que c'est à vous que revient le redoutable privilège d'être le premier à prendre la parole. J'imagine que maintenant tout le monde vous connaît, mais je vais quand même rappeler que vous avez été nommé il y a un peu plus d'1 an à la tête de la Société du Grand Paris, donc qui est la société qui est chargée de construire le réseau du Grand Paris. Et je voulais vous demander quel est le premier enseignement que vous tirez de cette expérience. Merci. Alors déjà, je n'ai pas encore bouclé mon 9e mois, hein. Oui. Donc je suis encore dans une phase de gestation, si je peux prendre cette image. Quel enseignement tirer au bout justement de ces 8 mois et demi? Bon, je vais vous épargner le sempiternel, c'est un projet gigantesque, c'est le projet du siècle, c'est le projet pharaonique. Je vous l'épargne tout en me plongeant dedans, mais pour vous alerter sur un point qui me gêne un peu à chaque fois, c'est que vous savez, c'est un peu comme ces références que les élèves de seconde ou de première font pour toutes les dissertations de français, où leur professeur leur dit « arrêtez de commencer tous les sujets par dès la plus haute antiquité ». Et le problème du Grand Paris Express, c'est que dès qu'on commence à parler de lui, on n'échappe pas à cette référence à sa taille. Et le problème de faire référence à sa taille, c'est que ça lui nuit quelque part. Parce que quand on parle d'un projet pharaonique, quand on parle du plus grand projet du monde, inéluctablement, vous perdez les 2/3 des interlocuteurs qui disent « il ne se fera jamais ». Or, ce projet, il va se faire. Il va se faire pour de multiples raisons, mais surtout, je dirais, il est en train de se faire. Il est en train de se faire parce que l'an dernier, nous avions 2 tunneliers qui creusent. Nous serons à la fin de cette année avec 15 tunneliers qui creusent. Nous avons déjà engagé près de 15 milliards d'euros. Nous aurons engagé à la fin de l'année 5 milliards de plus. Et nous avons déjà une centaine de chantiers en cours. Donc, on ne peut plus parler de ce projet sous le thème « il va se faire »,
ce projet est en train de se faire. Néanmoins, le constat que je tirais tout à l'heure sur le fait que sa taille souvent l'handicap en termes d'image, en termes de perception, ça m'amène aussi à faire aussi un deuxième constat sur ces derniers mois. C'est la différence qu'il y a entre les acteurs de terrain, et je pense en particulier aux maires, qui ont été extrêmement mobilisés sur ce projet, qui sont porteurs de ce projet. Et c'est aussi grâce à eux qu'en 8 ans, nous sommes passés d'un débat public lancé en 2010-2011, débat public ô combien complexe, puisque c'est le seul grand débat que j'ai vu qui était sur 2 projets différents, avec des visions quand même sensiblement différentes. Donc ça veut dire qu'en 8 ans, on a mené ce débat, on a convergé sur une solution unique, on a lancé les enquêtes publiques, on a obtenu des décrets d'utilité publique, on a fait une partie des acquisitions foncières, on a géré les recours, on a débouté tous les recours et on a lancé 40 km en chantier. Oui, je crois qu'une de vos grandes forces, c'est que les maires en particulier sont toujours aussi passionnés par le sujet, même au point de le faire devenir passionnel parfois. Ils sont passionnés et il faut effectivement veiller à ce que cette confiance ne soit pas abîmée. Et il est clair que la crise qu'a connue le projet et la Société du Grand Paris à partir de fin 2017 jusqu'au milieu de cette année, et par certains côtés, on voit encore, vous savez, c'est un petit peu comme les échos en traitement du signal, il y a encore de temps en temps des échos de cette crise, mais heureusement tout ça est en train de s'atténuer, ont montré que dès que le projet commençait à être re-questionné, on créait une rupture. Alors une rupture qui a des conséquences un peu dans tous les compartiments du jeu. Rupture, vous l'avez évoqué, donc les élus qui commençaient à dire, mais attendez, on m'a donc menti, qu'est-ce qui se passe? Je me suis impliqué, j'ai défendu le projet, j'ai parfois expliqué à mes habitants que ce projet était utile avec des nuisances fortes, mais on me dit que finalement il va se faire, voire qu'il ne se fera peut-être pas. Donc tout ça est un sujet important. Mais il n'y a pas que les entreprises aussi. Moi j'ai vu des entreprises qui m'ont expliqué que début 2018, elles avaient commencé à démobiliser leurs équipes parce qu'elles disaient, bon, on est en train de re-questionner le projet, je ne vais pas garder 50 ingénieurs à pied d'œuvre pour répondre à des appels d'offres dont je ne sais pas s'ils vont venir. Et puis enfin, c'est aussi déstabilisant pour la Société du Grand Paris elle-même. La société a perdu entre 30 et 40 personnes au premier semestre, alors que tout le monde s'accordait pour dire qu'elle était sous-dimensionnée. Donc tout ça pour dire que les crises, que ce soit en termes de confiance pour les territoires, de confiance pour les entreprises ou de confiance pour les personnels, est probablement la chose la plus destructrice qu'il faut éviter. Et le seul remède que j'ai à ma disposition pour ça, c'est effectivement la transparence et la sincérité de nos démarches, annoncer ce qu'on va faire ce qu'on a annoncé et en rendre compte régulièrement. Bien, eh bien, écoutez, vous conseillez tout à l'heure de regarder plutôt l'avenir. Alors justement, on a coutume de résumer le Grand Paris Express à un énorme projet d'infrastructure, de transport. On évoque le RER de Paul Delouvrier et de Christian Blanc, le métro de Fulgence Bienvenue un peu plus tôt, la Tour Eiffel encore un peu plus tôt, et même parfois la transformation de Paris par le préfet Haussmann. Justement, comment est-ce que le Grand Paris Express va transformer la ville? Enfin, comment il est en train de commencer à la transformer, puisque c'est quand même bien commencé. Il y a des gens qui achètent des appartements près des gares, il y a qui se renseignent sur les programmes immobiliers et tout ça. C'est vrai que vous avez cité là finalement trois générations de transports structurants de l'ère urbaine parisienne et grande parisienne. Le premier métro historique débuté par la ligne 1 en 1900, porté par effectivement Fulgence Bienvenue, visait avant tout à un énorme problème de déplacement dans la ville, mais n'avait pas de vocation à reconstruire une nouvelle urbanité. La ville de Paris avait déjà connu les transformations au XIXe siècle du baron Haussmann, et le projet était avant tout un projet de transport répondant à un enjeu de mobilité. La deuxième génération, avec effectivement la structuration, la consolidation d'un réseau ferroviaire, appelé en France RER, s'inscrivait lui davantage dans une logique de développement de villes nouvelles, de centres urbains situés relativement loin de Paris, avec deux corollaires. Le premier, c'est une certaine fragilité de ce système, parce que quand vous reliez des centaines de milliers d'habitants à la ville-centre par un cordon, vous êtes par nature sensible et fragile à tous les dysfonctionnements que ce cordon peut vivre, peut subir. Et puis l'autre caractéristique, c'est que
si vous commencez à développer des pôles urbains à 30 km du centre de Paris, vous recréez autour de ce pôle urbain de nouvelles zones de développement urbain, de zones de périurbaines, avec une consommation à la fois des espaces agricoles et des espaces naturels. La grande originalité et la grande force du Grand Paris Express, cette troisième génération de réseaux de transport collectif sur Paris et le Grand Paris, qui s'intègre d'ailleurs parfaitement dans les enjeux de ce XXIe siècle, c'est justement de s'inscrire dans une zone déjà urbanisée, déjà construite, ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue, et que d'ici peu on appellera, je ne sais pas si c'est la forme que ça prendra, mais le 22e, le 23e, le 24e arrondissement d'un Grand Paris. Et donc c'est un projet qui a d'abord comme ambition d'aider soit à reconstruire ou à faire évoluer certaines friches industrielles, soit permettre la densification dans des zones qui en ont besoin ou qui peuvent accueillir une telle évolution du territoire. Et donc on est en train vraiment de juste permettre à cette zone au-delà des murs de Paris de devenir un territoire métropolitain disposant du même confort en termes de mobilité, permettant de rejoindre facilement les pôles économiques entre eux aux aéroports, mais également ces pôles économiques aux zones d'habitation. Moi, il y a quelques temps de parcours qui marquent assez facilement. Vous prenez aujourd'hui un jeune étudiant qui vit à Clichy-Montfermeil et qui fait des études à la faculté de Créteil, il lui faut 1h30, 1h40. Demain, il lui faudra un quart d'heure, 20 minutes. Vous prenez un chercheur qui arrive à Orly et qui veut aller aujourd'hui à l'école polytechnique ou sur le plateau de Saclay, il lui faut 1 heure. Demain, il lui faudra aussi un quart d'heure. Donc on voit à quel point on est en train de donner finalement à ce territoire une structure, j'allais dire, de quartiers interconnectés entre eux. Et c'est vraiment une façon d'aborder le sujet complètement différent des deux autres générations. Et c'est en ce sens que pour moi, ce projet s'inscrit vraiment dans les enjeux du XXIe siècle. Hein. Je ne reviens pas sur les enjeux de limiter et de maîtriser le réchauffement de la planète. Je ne reviens pas sur l'enjeu de protéger la biodiversité, mais on voit assez vite de quelle manière un projet de cette nature finalement répond aux 3 critères du développement durable. Permettre à Paris de rester dans la compétition des villes-mondes en ayant une capacité de poursuivre son développement économique, c'est essentiel. Permettre de le faire sans aller consommer des hectares, encore une fois, de terres naturelles ou terres agricoles. Et puis enfin, répondre à un problème d'enclavement pour toute une partie des quartiers de la métropole. Alors ce que je retiens quand même, c'est cette dimension projet personnel que va permettre de faire le Grand Paris. Parce que vous parliez du futur étudiant de Clichy-sous-Bois. Aujourd'hui, il n'envisagerait même pas d'aller faire des études ailleurs. Les questions de transport sont beaucoup trop compliquées. Celui qui a fait les concours de l'X et tout ça, il sait que c'est là-bas, bon, ben, il y va. Mais là, vous redonnez de l'espoir finalement dans les banlieues. Mais enfin, qu'est-ce qu'on pourrait voir émerger comme projet concret? Quelle empreinte va laisser ce chantier où on va dire, bah tiens, là, il y a ça, ça a été créé parce qu'il y a eu le métro. Ouais, je crois, en ce sens, c'est une des grandes caractéristiques qui différencie le métro du Grand Paris du métro du XXe siècle. Le métro du XXe siècle, comme je le disais il y a quelques instants, c'était d'abord apporter une réponse en termes de transport et de mobilité dans une ville qui existait. Et donc, les points d'échange du métropolitain, d'ailleurs, on les appelle des stations de métro, sont discrètes. On a une sortie, elle s'intègre dans le paysage urbain parisien, qui est une strate historique, de phases historiques différentes. Alors que le Grand Paris, déjà, symbole parmi d'autres, on appelle ça plutôt des gares, non pas avec l'ambition de faire des choses pharaoniques, ce n'est pas le sujet, mais d'en faire quand même des éléments de qualité, de véritables signaux pour chacun des quartiers, de manière à ce que autour de ce quartier se développe effectivement une ville nouvelle, une ville recomposée, parfois une ville adaptée. Il y a énormément de cas différents suivant les 68 gares. C'est une raison pour laquelle il faut garder justement cette souplesse, cette adaptabilité dans chacun des territoires, dans chacune des communes. Mais on voit bien à quel point ce projet va devenir un phare et un point de cristallisation d'un développement urbain. Et c'est important de s'en préoccuper parce que
il faut éviter à tout prix le syndrome suivant. On comprend assez bien qu'un maître d'ouvrage qui a 35 milliards d'investissements à faire, 200 km à réaliser, 90% en tunnel, des centaines d'appels d'offres à gérer, puisse être complètement accaparé par le métro lui-même. Et que finalement, les gares, ce sont que les morceaux qui émergent. Et donc, c'est relativement simple par rapport au reste. En fait, c'est essentiel parce que le métro, il va effectivement nous valoir de nombreuses nuits blanches pendant de nombreuses années, mais une fois qu'il est fait, il est fait. Le sujet urbain, le sujet de la gare, le sujet du quartier sont des sujets éminemment complexes, déjà parce qu'il faut les penser à court, moyen, long terme. Ensuite, il faut les penser et les construire dans une logique de partenariat extrêmement fort et essentiel. Et puis, il faut les rendre malléables, capables d'évoluer au cours du temps. L'un des enjeux particulièrement sensibles sur lesquels nous sommes très mobilisés avec Île-de-France Mobilité, c'est toute la problématique des places publiques autour des gares, des enjeux d'intermodalité. Quand on est arrivé dans une gare d'un métro, on n'est pas forcément arrivé à destination. Comment on va y arriver, c'est tout l'enjeu. Et c'est là un des champs d'investissement très fort. On s'est livré l'autre jour à un petit calcul qui montre encore une fois l'importance de ces sujets-là. Vous prenez autour de chacune des gares un périmètre relativement restreint. Alors, suivant si vous avez des grandes jambes, est-ce que vous prenez 500 mètres ou 800 mètres, mais en tout cas, c'est la zone que vous faites à pied sans trop de difficultés autour d'une gare. Bon, ça vous fait un petit cercle dans lequel s'inscrivent en particulier les réflexions urbaines que chaque maire peut porter. Mais quand on fait la somme de chacune de ces surfaces, de chacun de ces cercles, on arrive quand même à une surface qui est égale entre une fois et demie Paris intramuros. Donc, je vous laisse méditer l'ampleur territoriale et géographique que le projet de métro va quelque part induire en termes évidemment d'évolution sur les équipements publics, sur la création de logements, sur le rôle que cela aura dans justement la maîtrise des coûts du logement sur la grande métropole. Et ça fait effectivement partie de ce que je qualifierais les grands fondamentaux du Grand Paris Express. Bien, merci beaucoup. On va passer maintenant la parole à M. Alan Chan, qui est président de l'autorité des transports terrestres de Singapour. Et donc, Singapour, c'est une ville qui fait rêver beaucoup de gens. Quelle est la stratégie de Singapour pour devenir une ville-monde? On a beaucoup parlé de ville-monde avec Paris, le Grand Paris. En quoi le transport à Singapour nourrit votre stratégie de ville-monde? Tout d'abord, je voudrais remercier l'organisateur pour m'inviter à cette conférence qui est très importante pour comprendre la mobilité dans les métropoles et les grandes villes. Je suis très ravi de venir à Paris. C'est une ville où j'ai passé 7 ans de ma jeunesse. Et franchement, c'est la ville mon préféré. Deuxièmement, je vous demande de bien vouloir m'excuser. Je vais répondre en anglais parce que pour les mots techniques, c'était devenu rouillé en France parce que j'ai très peu d'occasions d'en parler en français à Singapour. Well, Singapore, as you all know, is a small little island in Southeast Asia, only 1/6 the size of Ile-de-France. And for us, we are dependent on the world to survive. And even a simple item like water, we have to buy it either from our neighbors or we will have to treat wastewater into water for domestic use. So for us, transport is really the blood circulation of the country. Transport is needed to move goods, move the economy, and to move people for contact. So a lot of investments is put into land transport, and I'm the chairman of the Land Transport Authority. It is a statutory board, établissement public, and
we take care of everything, from building roads, bridges, highways, to building metro systems, as well as managing the car population, as well as taxis and Uber. So anything that's moved on land, and I used to joke that I will be looking after tortoises, and this has become a reality when we built a highway across the nature reserve, and I've been asked, Alan, please build some tracks for the little animals and the tortoise to crawl from one part of the nature reserve to the other. So we do everything in Singapore. C'est une dimension de Singapour que bien peu de Français connaissent, ces petits animaux qui traversent, qui traversent vos infrastructures. Chez nous, il y avait un ministre des Transports qui avait parlé des crapauds ducs sous la ligne de TGV. Peut-être que vous avez des crapauds ou ou des grenouilles aussi. Mais les villes comptent de plus en plus sur les transports publics pour régler leurs problèmes de congestion d'une part, et aussi pour tirer le maximum de ces systèmes de transport. De manière, en gros, on appelle ça saturer l'outil. Comment Singapour encourage les gens à prendre les transports en commun, à les utiliser, à bien les utiliser? Well, right now in Singapore, 12% of our roads, 12% of our land area is used for roads and highways versus 14% for residents. So we have reached a limit on the number of roads that we can build in Singapore. So the only way forward is for public transport to be the main source of transportation for the whole country. Now, the Ministry of Transport has given me a very ambitious plan for 2030. That means in 20 years' time, I am supposed to deliver a system where 3/4 of all journeys by Singaporeans will be via public transport. Secondly, I have promised the minister that any journey that is less than 20 kilometers, 85% of which will be completed within 1 hour. So even the speed of trains and buses, I have to look at it very closely. And lastly, we have made a promise to the people of Singapore that 85% of all households in Singapore will have a metro station within 10 minutes walk. So the whole country will be covered with a metro station, and that is the biggest encouragement to the members of the public to use public transport. D'accord, mais on voit aussi arriver la voiture sans pilote, le véhicule électrique qui redessine entièrement certaines villes. On n'imagine pas que Singapour soit à l'écart de cette révolution. Et je crois qu'il y a des gens chez vous qui s'activent pour développer ces technologies. Comment ça peut se combiner avec ce développement urbain que vous venez de décrire, avec cette situation? Well, you are asking me questions on electrical vehicles and autonomous vehicles. Yes. Now, electrical vehicles is something that has spread the world over. It is really an issue for our quality of life, reduce pollution and smog in the region. So electric vehicles is very, very important. Now, the truth is that 80% of Singaporeans live in apartment blocks, and they park their cars on the ground. And that the real challenge is that how many, we need to give a lot of charging points for cars if they are for residents who live in apartment blocks. That is a big challenge. And we realize that it will take time, it will take money to build all these charging points. So for a start, our main preoccupation is to ensure that buses and taxis and
Ubers will go electric. That is I'll call it the easiest task to do. So we are pushing electric cars in the area of commuter transport rather than individual transport. But as the systems get more widespread, then we will soon bring charging points to every household in Singapore, in the apartment blocks. Now, autonomous vehicles, we have started the experiment since 2010. That is 9 years ago. And we actually have a test circuit in the university, in Nanyang Technological University. And the test area right now is confined to the universities as well as the areas where research labs are found. This is really because it's much less populated and it's safer to try this out in a less congested area. Right now, we have 70 kilometers of roads that is dedicated to autonomous vehicles. But at this moment, we have already called, and to add to that, there are actually 2 big French companies that are participating in our experiment. One is Système X, and the other one is NavVS. Now, the next ambitious plan for us is that by the year 2023, in 4 years' time, we have identified 2 housing estates where we want autonomous bus to ride, and we have actually called for a request for collaboration. And in fact, a few French companies I've been spending these last couple of days meeting French companies who are interested to participate in this experiment. And once it is successful in these 2 housing estates, we will try to bring it to more housing estates and hopefully one day nationwide. Je laisse un peu de temps au traducteur pour finir. Vous avez développé un concept de Smart Urban Mobility. Si j'ai bien compris, c'est un peu un système de transport qui est fondé sur les utilisateurs. Comment ça marche? Comment on peut placer l'utilisateur au centre d'un système de transport terrestre? Parce que d'habitude, c'est plutôt une compagnie qui propose un service et l'utilisateur qui est prié de rentrer dans le moule. Là, est-ce que c'est vraiment l'inverse? Well, in the past, we experimented with many business models in running transport companies. And the real challenge is always profitability versus service to the commuters. And 2 years ago, the Singapore government has made the tough decision that we will buy back all public transport assets from the transport companies. So it's 100% owned by the Land Transport Authority. And we actually tender out contracts for transport operators to manage the services. The government wanted private companies to run the services because they felt that then they can compare performances between one company and the other. And most important of all fare risk is now taken over by the government. We actually keep all the fares that's been collected, but we pay a fee to the transport operator to run the trains or the buses. And so it is up to the Land Transport Authority to determine the headways. Let's say between 2 buses. If I want to have it profitable, then I can only have a bus every 12 minutes so that the occupancy rate is, say, 50%. But as a service to the commuters, the state can prescribe to me, I want it to be at every 8 minutes a bus. But at 8 minutes a bus, the occupancy rate may drop to 30% and I'll be in the red. But this is a political decision that the government has to take. I will run it, and the government's promise to the people is that we will give you the service that you deserve. Bien, merci. Et vous avez aussi lancé une grande enquête, une grande concertation sur le plan de transport 2040.
nous, on est à l'horizon 2030 pour le Grand Paris, qui commence déjà. Il y aura des lignes ouvertes avant, heureusement. Vous êtes déjà dans un plan 2040. Quelles conclusions en tirez-vous de cette enquête? Well, I am a member of the Land Transport Master Plan 2040. The chairman of the committee is actually a senior minister of state for transport, so we work for him. Over the last 1 year, we have actually done public consultations every weekend, and there may be 3 or 4 discussion group going on at the same time every Saturday and every Sunday. And in the last 1 year, we had actually consulted 7,000 Singaporeans from different walks of life. There may be the handicapped, the young parents, the children, working adults, people who ride motorcycles. So we had a broad sweep of consultation with the members of the public, and with their deliberation, we are coming out with a plan. For the time being, I cannot give all the details because the full plan will be out, I think, next month. But I can say that there are important things that we have to take into account, which is, number one is inclusiveness. Singapore is fast becoming a very aging society. Right now, about 15% of our population is above the age of 65, and in 2030, it will be 30%. So we have to put a lot of importance so that our public transport can cater to the aged and the handicapped. And we have to build ramps that you can push a wheelchair into a bus on, or in every metro station, there must be elevators for wheelchairs to access the trains. So that's one example. The other one is that a new slogan that we have coined is walk, cycle, and ride. We would like all commuters to either walk or ride to the nearest metro station or bus station, and then ride the public transport vehicle. And we took some lessons from London that you need to put in a healthy aspect of life. Because if you ask someone to walk or to ride bicycle, they tell you, don't waste my time. I want a car in front of, I want the bus in front of my house. So now we are putting an appeal to their health that is good for you to walk. And the last thing we are actually pushing a lot is every commuter should be out there to help their fellow commuters. Because we now actually have buses where we have ramps which can be, where wheelchairs can be pushed up. And actually it takes some time for the driver to do that. So we are encouraging commuters, why don't you help the driver? Help launch the ramp so that the wheelchairs can go up the bus. So it's this appeal to members of the public that all of you have a part to play to help in the smooth running of public transport. D'accord, donc c'est le rôle de tout le monde, y compris les passagers. C'est pas seulement les enfants de la personne qui amène au bus qui vont faire la manœuvre. Il faut que les voyageurs aident aussi. Il faut une société bien disciplinée, c'est pour ça. Hein, ou des gens qui ont le cœur, comme on dit en français, le cœur sur la main, the heart in the hand, pour que ça marche. Qu'est-ce que Paris et Singapour peuvent apprendre de leurs expériences respectives? Vous avez des... j'ai envie de demander à Monsieur Dallard s'il y a des choses dans ce qui vient d'être dit qui lui... Bon, lui, il a quelque chose, un plan très précis, rigoureux à respecter, qui ne laisse pas beaucoup de place à la, je dirais, à la... aux dérives, au changement de cap. Mais est-ce qu'il y a des choses, des idées où vous vous dites, tiens, mais ça pourrait peut-être régler tel problème sur telle gare ou des choses comme ça?
Bon, effectivement, il ne vaut mieux pas qu'on dérive trop, ni sur les calendriers, ni sur les coûts, ni sur les trajectoires des tunneliers. Je suis assez d'accord avec vous. Oui. Après, ça n'empêche pas d'avoir effectivement, autant que faire se peut, de la place à l'innovation. Je prendrai un exemple qu'on a mis en œuvre déjà à plusieurs reprises avec nos partenaires. Je pense en particulier à l'Association des maires d'Île-de-France, sur des appels à projets qui essayent justement, alors c'est particulièrement vrai autour des gares, d'imaginer, alors ça renvoie à des choses parfois très variées, hein. Ça peut porter sur les équipements qu'on va y mettre, ça peut porter sur le type d'aménagement qui peut aider au comportement des usagers, des visiteurs, des voyageurs. Et là, il y a une part effectivement de créativité, d'innovation qui est extrêmement riche, et la méthode des appels à projets nous a permis jusqu'à présent en effet de recueillir des choses assez intéressantes qui sont en cours d'expérimentation d'ailleurs sur certains sites, et qui vont effectivement, d'ici le moment où nous aurons à mettre la dernière pierre à l'édifice, à savoir les aménagements autour des gares, quand tout sera réalisé, nous aura probablement passablement bien inspiré. Merci beaucoup pour cette question qui n'était pas prévue au programme. Monsieur Chang, qu'est-ce qu'il y a de choses à apprendre de l'expérience parisienne pour Singapour? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre d'ailleurs, ou est-ce qu'il y a des idées, des choses comme ça? Well, although this conference is organized by the Greater Parisian Investment Agency, I must actually send my thanks to the country of France and not just Paris alone. A lot of our land transport infrastructure has been built with the assistance of French companies. In fact, Singapore right now, we are the only country in the world that runs a metro system with no drivers. It's 100% driverless metro system. And I must say, when we put out the first tender for a driverless system, it was actually France who came forward to be prepared to join us in the experiment to build the driverless trains. And then shortly after, the Canadians came, the Germans came, and recently the Japanese came. But it is actually the French who came forward, who are prepared to do the experiment with us. And actually, we are very grateful that we had such a good partner, not because I studied in France, but the French came, and we have a wonderful experience. As I mentioned, in AV, a couple of French companies are already in Singapore working in our test circuits, and even the electric commuter sharing electric vehicle, it is a French company, SG Blue. It is actually a French company that has actually placed electric cars in various parts of Singapore, and you can, with a subscription, take the car and drive off, and park it in another designated area. So in that sense, we actually have a lot of exchanges with France, and we work quite closely together. And I said earlier today, in fact, I have to spend my time with Alstom, Thales, RATP, Keolis. There are so many French companies that I have to see that I'm running out of time. I wish I could stay another couple of days. Alors justement, je ne vais pas vous demander quelques jours, mais il nous reste un tout petit peu de temps parce que nous avons été un peu vite. Alors ça concerne moins M. Dallard parce que lui, il n'a que des métros, il n'a pas de véhicules routiers. Pour moi, Singapour, ça évoque aussi une autre initiale, c'est PSA, Port of Singapore Authority. Et donc c'est un des plus grands ports de marchandises du monde. On voit que parfois la cohabitation des transports de marchandises liés à un port et des déplacements de la population ne fait pas toujours bon ménage. L'histoire du viaduc de Gênes qui a cassé et mis en péril l'activité portuaire, indépendamment de la vie des malheureux habitants qui sont restés en dessous. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça à Singapour? Il y a des voies particulières, il y a des reserved lane or container hauling or something like that?
Well, I used to be a board member of the PSA Corporation about 15 years ago. And the challenge for Singapore is that we actually have 2 ports in different parts of the island. And being a transshipment port, movement of containers are of utmost importance. Now, what are transshipments? You may have a ship coming in from Shanghai, but there are containers, some destined for Marseille, others destined for Southampton, and some others to Melbourne or to India. So there is an exchange of containers to bring it. So the containers coming in from Shanghai, you take the containers destined for Marseille, you put it into another ship that's sailing to Mars. So there is actually a lot of containers in the port area. So within the same port area, we actually now have autonomous vehicles. They will deliver the containers right to the ship, the dock of the ship. But for movement of containers that is sent to the other port, then we have no choice but to use trucks right now with drivers. But in the near future, we have actually designated lanes for these, and we will use them. But if you allow me, in 1977, that's a long time ago, I was doing my stage in Aéroport de Paris. And that was when I first saw containers that were moved without human, from the baggage belts to the respective aircraft. So it is something that France have been doing, and it's something that I have been learning, even as a young student. D'accord, mais donc il n'y a pas de container haulage in the streets of Singapore. The containers on trailers in the streets of Singapore. No. Non. Eh bien, vous, je pense que vous n'avez pas de problème portuaire, sauf peut-être pour évacuer les produits de creusement de vos tunnels ou des choses comme ça. C'est plus... Non, mais ça fait partie des réflexions qu'on a pu avoir à un moment. Alors pour l'instant, j'avoue qu'on est bien occupé, mais la question du fret en ville pose aussi la question de la manière, alors plutôt la livraison de proximité, mais une question qui se pose régulièrement à tous les opérateurs et à toutes les autorités organisatrices. C'est comment utiliser par exemple un réseau comme un métro pour éventuellement faire de la livraison de fret. J'avais vu une étude il y a de cela quelques années où, compte tenu de l'explosion du marché en ligne, si chacun organise sa propre livraison avec des camionnettes, on va avoir des embouteillages de camionnettes d'Amazon et d'autres opérateurs de cette nature. Donc on voit bien que par exemple sur ce sujet-là, un jour il va falloir penser à d'autres modèles organisationnels. Comment un réseau dédié aux voyageurs peut-il, dans certaines heures de la journée, être utilisé? Ça fait partie des questions qui renvoient à la capacité de s'adapter. C'est un peu toute la difficulté de l'exercice. Un métro comme le Grand Paris Express ou comme le métropolitain réalisé au XXe siècle, quand on le fait au moins pour 2 siècles, si ce n'est davantage. Et puis en même temps, les mœurs changent, la pratique de la ville change, et il faut être capable de répondre à ces évolutions. Oui, je n'ose pas vous dire depuis combien de temps on parle d'un projet de RER fret qui s'arrêterait à Châtelet-Les Halles pour livrer la FNAC. C'est un vieux projet. Je pense que là, ça nous entraînerait beaucoup trop loin. Et je crois qu'on va clore cette table ronde et passer au financement des infrastructures. Donc, comme il nous reste un petit peu de temps, on peut prendre quelques questions de la salle. Et puisque je me suis saisi du micro, j'espère que vous me pardonnerez cette audace de poser du coup la première question. Monsieur le Président, la Land and Transport Authority, comme son nom l'indique, s'occupe à la fois de la mobilité et à la fois de l'aménagement. Le fait d'avoir réuni ces 2 compétences
dans une même institution et sur une même personne, est-ce que vous voyez les moyens de levier et le progrès que ça permet d'avoir les deux qui soient liés ensemble? Et ça me fera une question à Thierry Dallard en corrélation. Est-ce que la Société du Grand Paris, qui avait un modèle un peu original de ce point de vue-là par rapport à la tradition française, crée un précédent là-dessus? Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller plus loin dans cette convergence entre la compétence transport et la compétence aménagement? Well, and when I joined the Singapore Civil Service in the 1980s, there were many different departments spread over the service, looking after different departments, different subjects, and there was a lot of turf guarding and fighting amongst departments. That was when the government decided to merge various organizations together so that we will look at the problems as within the authority. But more than that, the latest instructions we have is that every project must be handled with a whole of government approach. We call it WG. So every project that we do, we actually have to involve other government units. You may have seen the greeneries of Singapore. So in every project, land transport projects that we do, the National Parks Board is always there telling me, I want the tree to be grown here. I want these trellis with creeping plants and flowers. So it is really a whole of government approach that we try to do things, and the interest of every other organization is taken together. And if there's disagreement, then the chairman will call each other on the phone, and probably over a meal we'll settle the matter. Bien. Monsieur Dallard, vous avez une idée? Alors c'est un sujet d'une grande sensibilité, d'une grande complexité. Alors, si j'en fais une réponse très technique, je pense que associer dans les mêmes mains le volet constitution d'un réseau structurant de transport comme le Grand Paris Express avec une composante d'aménagement peut avoir son sens. Ça faisait partie d'ailleurs des projections et des réflexions à l'origine de la société. Après, il faut tenir compte de son environnement et d'une part, la Société du Grand Paris n'est pas seule sur son territoire. Il y a d'autres opérateurs parfaitement compétents et capables de mener à bien ces choses-là. Et puis, il y a eu aussi un challenge important, c'est qu'il faut quand même déjà être capable de bien faire son métier avant de faire un second métier. Moi, ma vision personnelle est la suivante, c'est que je crois qu'il y a aujourd'hui un champ où la Société du Grand Paris n'est pas suffisamment mobilisée, qui est effectivement le développement là où elle est propriétaire, sur les gares, à proximité des gares, là où des interfaces techniques rendraient l'intervention d'un opérateur tiers quasi impossible pour des questions évidentes de sécurité et de cohérence de programme. Et donc sur ces interfaces-là, qui sont quelque part celles qui ont le plus de valeur, parce qu'elles sont sur les gares, il faut qu'on prenne la main, il faut qu'on soit plus volontariste. En revanche, on ne va pas aller sur le terrain de tous les projets qui sont déjà portés. Je crois que, encore une fois, chacun fait son métier et chacun le fait bien, mais il y a un travail de coordination certainement plus important à porter. Bien, merci beaucoup. Il y a d'autres questions dans la salle? Pardon, madame. Hello, I have a question for Mr. Chan. So you talked a little bit about autonomous vehicles, and one of the major challenge for their development is the adaptation of the legislation, which, for example, the Minister Elizabeth Bourne is working on. And I just wanted to know how in Singapore you are tackling this issue of the adaptation of the legislation for the development of autonomous vehicles. Sorry. So I just wanted to know how in Singapore are you adapting the legislation to allow the development of autonomous vehicles, which is one of the major challenges here in France, for example. Well, digitalization is something we cannot run away with. It is something that we have to live with, and we have to embrace it. It is the only way that can help a small country overcome its constraint. So frankly,
in any company, whether I used to run a newspaper company for 15 years, and I tell them the digitalization unit is the most important person, not the journalist, excusez-moi. Because if the computers don't work, the newspaper won't go out. So digitalization is something that we cannot neglect. The regulation for the vehicles, manned or unmanned vehicles, the same legislation? It's something that we are studying all the time. In fact, China was one of the first countries to come up with legislation on AV. The UK has come out with a legislation in November. And right now, when I look at the UK legislation, they actually hold the builder of the vehicle responsible, unless there's a driver inside, there's a co-pilot in the AV. So whether you are Matra or you are Renault, they still hold Renault responsible, and Renault has to get the insurance for that vehicle. So it is something that we are studying. I've met the people from the French Ministry of Transport a year ago, and their legislation is still being written up. So we will see what happens. Bien. Une autre question, on a encore quelques minutes. Une dernière question peut-être. Merci. C'est une question à M. Dallard, justement au sujet des réseaux de transport. Vous avez rendu récemment un rapport sur les économies qu'on vous a demandé pour la Société du Grand Paris. Et dans les économies, vous suggérez qu'on mette la pédale douce sur les parcs à vélo dans les stations du Grand Paris. Et c'est une habitude quand il s'agit d'aménagement pour les cyclistes. C'est-à-dire dans les premières versions de tous les projets, il y a des vélos partout. Et au final, très souvent, ça disparaît en cours de route. Donc c'est une nouvelle illustration de ça. Et c'est sans doute dommage pour un projet qui va s'étaler sur plusieurs années. Le vélo prouve sa pertinence, en particulier pour le rabattement sur les gares. C'est-à-dire que cette décision risque d'être un handicap, d'une part pour le vélo, en lui permettant pas d'avoir une zone de pertinence importante, mais également pour le réseau de transport du Grand Paris, en lui enlevant une partie des clients potentiels qui sont à plus de 800 mètres d'une station. Alors je vous remercie de cette question. Ce n'est pas une formule de politesse si je vous dis ça, c'est que ça me permet quand même de clarifier un point. Quand on dit qu'on va sortir les parcs à vélo des gares, ça ne veut pas dire qu'on les enlève et qu'on ne les fait pas, ça veut dire qu'on les enlève des endroits où on les avait prévus dans le bâtiment. C'est tout bête hein, comme expression, mais il n'est évidemment pas question de réduire l'effort d'accueil pour les vélos pour une bonne et simple raison. Il y a un chiffre qui m'a marqué en arrivant à la Société du Grand Paris, c'est je crois que 95% des habitants du Grand Paris seront à moins de 2000 mètres d'une gare, quelle qu'elle soit d'ailleurs, une gare existante ou une gare future. Donc il est évident, à de rares exceptions près, que le vrai enjeu d'accessibilité aux gares qui vont être construites, ce n'est pas la voiture, ce sont la marche à pied, les modes doux et les bus. Donc encore une fois, s'il y a eu un malentendu sur le mot sortir les parcs à vélo des gares, ce n'est pas les sortir du programme. Non seulement ils sont dans les programmes, ils sont même plutôt renforcés que réduits, mais simplement qu'il y avait des tas de cas de configuration et de conception où l'endroit où ils étaient pris, c'était vraiment pas le meilleur endroit où les mettre. Et j'en profite pour vous dire que le rapport auquel vous faites allusion n'est pas un rapport de décision. Là encore une fois, la langue française est toujours, est parfois ambiguë sur certains mots. Déjà, moi, je n'ai pas entendu le mot plan d'économie, j'ai entendu le mot plan d'optimisation. Et quand on parle de plan, on parle de méthode. Donc, le rapport auquel vous faites référence, il dit que, quand on le lit, il dit qu'on va effectivement regarder près de 700 types de solutions pour faire des optimisations. Parce que l'objectif numéro 1, c'est bien de faire le Grand Paris Express. Que ces optimisations, elles serviront à alimenter les provisions pour aléas, parce que le propre des aléas, c'est qu'on ne les connaît pas tous. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, ce qui m'a profondément marqué, ce sont les effets collatéraux des crises comme celle qu'on a connue en 2017, parce qu'en rouvrant la boîte de Pandore d'un certain nombre de
sujet traité, comme peut-on ou pas telle ou telle ligne, on déstabilise la confiance des élus, des entreprises et des personnels. Et pour moi, se donner des marges de manœuvre pour faire face aux aléas, c'est ça le vrai enjeu de ces optimisations. Et dernier point, là encore une fois, j'encourage pour tous ceux qui ne l'auraient pas fait d'écouter ou de regarder l'interview du Premier ministre en février, c'est assez exemplaire. Il n'a parlé d'économie et de 10% qu'après qu'un journaliste lui posait 3 fois la question. Lui, il avait simplement fait référence à une démarche normale de tout maître d'ouvrage qui est d'optimiser son travail, une démarche industrielle. Et je pense que, pas plus aujourd'hui qu'hier, il serait anormal de ne pas interroger à chaque étape. Une des grandes familles d'interrogations que nous allons engager, c'est notamment les retours d'expérience des gares que nous avons en cours de travaux. Et je vous garantis que les 16 gares en cours de travaux sur le sud de la ligne 15 sont riches d'enseignements pour optimiser l'avenir. Donc voilà, j'espère que je vous aurai rassuré sur la prise en compte des modes doux et du vélo en particulier. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on arrête là. On va passer à la table ronde suivante. Donc merci beaucoup de vos réponses très intéressantes et puis de cette part d'improvisation à laquelle je vous ai contraint pour des questions d'horaire.